Mesdames et messieurs, bonjour. C'est avec un grand plaisir que je vous souhaite la bienvenue à ce deuxième webinaire des Vendredis horticoles. Les salutations premières vont aux producteurs et productrices horticoles de partout au Québec, aux conseillers intervenants du milieu ainsi qu'aux collègues régionaux. Je me présente, Régent Prince, agronome, directeur régional des directions régionales de la Montérégie Est et Ouest du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec. Ça fait plus de 20 ans que j'occupe des fonctions au sein du ministère. Mes débuts se sont faits à l'ITA, au campus de Saint-Hyacinthe, comme enseignant. Par la suite, je me suis redirigé vers les directions régionales comme agroéconomiste pour la direction régionale du Centre du Québec et par la suite pour celle de la Montérégie-Est. Depuis les 3 dernières années et demie, j'occupais la fonction de directeur régional adjoint au Centre du Québec pour la direction régionale du MAPAC. Me voici donc de retour à mes sources et je suis en poste depuis les 5 derniers mois. Cette année, les Journées horticoles et grandes cultures de Saint-Rémy auraient fêté leur 25e anniversaire. Véritable institution de transfert de connaissances dans le secteur, celles-ci ont malheureusement dû être reportées compte tenu du contexte sanitaire que l'on connaît. Les équipes des directions régionales de la Montérégie, du Centre local de développement des Jardins de Napierville ont donc décidé d'unir leurs forces pour souligner différemment et virtuellement cette activité. Il était primordial pour nous de prendre le flambeau et de conserver le leadership de la Montérégie dans ce secteur en organisant des activités virtuelles pour les producteurs et intervenants. C'est de là que sont nés les Vendredis horticoles. Lors de la séance d'aujourd'hui, il sera question de la saine gestion de l'entreprise agricole. Vous le savez, quand il est question de santé d'une entreprise, d'emblée, on pense à sa santé financière. La saine gestion est toutefois beaucoup plus large puisqu'il est aussi question de la santé physique et mentale des dirigeants. Ce matin, le comité organisateur vous propose des conférences portant sur la comptabilité, la fiscalité, le co-développement, le recrutement et la détresse psychologique. Je vous invite chaleureusement à écouter chacune des vidéos, mais aussi à interagir avec les autres participants. Pour ce faire, sachez qu'un clavardage interactif à droite de votre écran vous permettra de poser vos questions aux conférenciers, mais aussi de répondre aux participants et de discuter entre eux. Si vous préférez attendre pour poser vos questions, une dizaine de minutes seront allouées après chacune des conférences. En terminant, je souhaite saluer mon équipe ainsi que celle du CLD des Jardins de Napierville pour le travail colossal qu'ils ont fait au cours des dernières semaines pour permettre la tenue de cette activité. Salutations particulières à M. Michel Charbonneau, le directeur général du CLD des Jardins de Napierville. J'espère sincèrement que vous apprécierez la programmation que ceux-ci ont mis sur pied pour vous. Je tiens aussi à mentionner que l'activité n'aurait pu avoir lieu sans le support financier du réseau Agriconseil de la Montérégie. Un gros merci. Je vous rappelle au passage que la 3e et dernière activité des Vendredis horticoles se tiendra la semaine prochaine, le vendredi 29 janvier. Si vous avez de l'intérêt pour la transformation alimentaire, le développement de votre entreprise, l'agriculture durable ou l'autonomie alimentaire, je vous invite à ne pas la manquer. Sur ce, je vous souhaite un excellent avant-midi et je vous remercie de votre présence et intérêt. À bientôt. Hi! J'ai reçu toute cette subvention cette année. Oh là là! OK. J'ai pas pensé, là, mais je vais probablement payer de l'impôt là-dessus, moi. Qu'est-ce que je fais? Bien, justement, il y a Doria Barguin qui va faire une présentation aujourd'hui là, sur le traitement fiscal des subventions, les analyses couvertes par les subventions et des programmes en période de COVID. Elle est présentement en ligne là, pour répondre à vos questions en clavardage. C'est à droite là, de votre écran. Doria Barguin? C'est qui ça? Bien, Doria, elle travaille au service de comptabilité et de fiscalité de la Montérégie depuis plus de 10 ans. Elle accompagne les entreprises agricoles autant au niveau comptable que fiscal. Depuis 5 ans, elle se spécialise en fiscalité pour offrir des services conseils autant en démarrage qu'en intégration de la relève ou encore en achat ou vente d'entreprise. Si j'ai des questions à la fin de la présentation, OK, bien oui, tu vas pouvoir là, lui poser. Il va y avoir une période d'allouée d'environ 10 minutes à la fin de la présentation. parfait. Bon visionnement tout le monde. Merci. Bonjour à tous, mon nom est Doria Barguin, je suis comptable CPA et fiscaliste au SCF Montérégie Inc. Aujourd'hui, dans la vidéo, je vais parler du traitement fiscal des subventions.
Au niveau de la présentation, on va commencer par déterminer la nature de la subvention et la nature de la subvention va dépendre du type de dépense qui va être couverte par la subvention. Et une fois qu'on aura déterminé de quelle dépense il s'agit, on comprendra après le traitement fiscal de la subvention. Et finalement, on fera un court passage là, sur les programmes COVID que vous avez pu recevoir dans vos entreprises et leur impact au niveau fiscal. Ils vont être intimement reliés là, à la subvention, à ce qu'on a vu dans les programmes de subvention. Donc, comme je disais, pour déterminer la nature de la subvention, il faut commencer par regarder quel type de dépense est couverte par la subvention. Si on a une subvention, en général, c'est pour couvrir l'achat de quelque chose, que ce soit l'achat de services ou l'achat d'équipements ou un autre type d'achat. C'est ce qui va déterminer de quelle nature va être ma subvention. Donc, on va commencer par décortiquer les deux grandes catégories de dépenses. Pour commencer, il y a les dépenses dites de nature courante et les dépenses en capital. Pour les dépenses de nature courante, en fait, c'est la majorité de vos dépenses. C'est les dépenses qui sont générées là, dans les activités courantes de vos entreprises, dans tout ce qui est dans l'année qu'on a besoin de renouveler à chaque année. En fait, quand vous prenez vos états financiers, c'est toutes les dépenses qui vont aller contre votre chiffre d'affaires. C'est les dépenses, autant les dépenses qui sont reliées à la production que les dépenses qui vont être dites fixes, donc qui reviennent, oui, à chaque année, qu'on sait à peu près de combien ils vont être à chaque année, mais c'est les dépenses là, qui vont être dans la catégorie des fixes, donc autant des assurances que les taxes foncières ou les honoraires de comptable qui reviennent à chaque année qui ne dépendent pas de votre production. Toutes ces dépenses-là sont de nature courante. Donc, j'ai mis quelques exemples. Les intrants, donc vos semences, la nourriture pour les animaux, toutes ces choses-là, c'est vos intrants. Ils vont varier en fonction de votre production. C'est de nature courante. Les frais fixes, comme je disais, tout ce qui est assurance, taxes foncières, ça va être de nature courante. Les frais de gestion, les frais de bureau, les frais d'utilisation de services publics, donc l'électricité, le téléphone, par exemple. Tout ça, c'est de nature courante. Ou si vous louez, que vous louiez des terres ou de la machinerie, là encore, c'est courant. La dépense courante au niveau fiscal, c'est qu'elle va venir diminuer vos revenus à 100% au complet là, de ce que vous avez dépensé pour avoir ce bien-là ou ce service-là. C'est 100% de la dépense qui va être déductible au niveau fiscal dans l'année où vous allez l'avoir engendrée. Après, on a les dépenses de nature capitale. Celle-là, c'est tout ce qui est l'acquisition d'immobilisation. Donc, que ça soit autant l'achat d'équipements, du matériel roulant, si vous achetez des terres ou du quota, ça va être considéré comme des dépenses en immobilisation, donc de nature capitale. On les capitalise. Au niveau fiscal, c'est un peu plus complexe que les dépenses courantes qu'on déduit à 100%. Quand on parle de dépenses de nature capitale, on doit les amortir. Et au niveau fiscal, c'est des catégories prescrites. Donc, chaque type de bien va rentrer dans une catégorie et la loi de l'impôt détermine déjà d'avance à quel pourcentage on va pouvoir l'amortir. À ce moment-là, si on a une catégorie 8, par exemple, eh bien, c'est les équipements qu'on va avoir acquis qui vont rentrer dans cette catégorie-là. Et la loi vient déjà définir d'avance qu'elle sera amortie, cette catégorie, à 20% de façon dégressive à chaque année. Catégorie 10, c'est les matériels roulants. Catégorie 6, les bâtiments agricoles. Donc, toutes ces choses-là, c'est déjà déterminé d'avance. On a aussi l'acquisition de terres. C'est de nature capitale, mais c'est un bien qui est non amortissable au niveau de la loi de l'impôt. En fait, le gouvernement prévoit que c'est quelque chose qui ne perd pas de valeur, donc on ne peut l'amortir. Alors oui, c'est une dépense de nature capitale, mais c'est une dépense qui apparaît jamais dans votre déclaration d'impôt annuelle.
le seul impact, ce sera quand vous vendrez la terre. Après, des fois, dans certaines situations, on pourrait se demander, est-ce que c'est une dépense de nature capitale ou une dépense de nature courante? On voit là, souvent des dépenses qui sont reliées à des immobilisations. C'est sûr que si on achète un nouveau bien, c'est automatiquement une dépense en capital. Dans les seules situations où est-ce qu'on va considérer que c'est une dépense courante, c'est quand c'est un petit outil, quand c'est un bien avec une valeur moindre et aussi souvent c'est des biens qui ne vont pas durer dans le temps. Donc, que ce soit des petits outils que vous allez acheter, exemple une machine à pression là, que vous achetez au Rona, c'est une machine à pression qui ne durera peut-être pas dans le temps. À ce moment-là, son coût d'acquisition est moindre aussi. On va pouvoir le passer dans les dépenses courantes. Mais quand vous faites l'acquisition de d'autres nouveaux biens, c'est de nature capitale. Où est-ce que des fois la zone est plus grise, c'est quand il y a de l'entretien ou de la réparation des équipements ou des immobilisations. À ce moment-là, c'est plus difficile des fois de déterminer est-ce que ma dépense elle va être à capitaliser ou je vais pouvoir la mettre dans mes dépenses de l'année à 100%. Les grandes lignes, en fait, c'est quand si l'entretien ou la réparation est dite de nature courante, en fait, si c'est quelque chose qu'on a besoin de faire, qu'on sait déjà d'avance qu'on va avoir besoin de faire, exemple, un changement d'huile sur un tracteur, on sait que c'est quelque chose qui va revenir, ça fait partie de l'entretien normal du bien. Donc, ça va être de dépenses courantes. Si, au contraire, la dépense que je vais faire, ce n'est pas une dépense que j'ai besoin de faire pour que le bien continue de fonctionner, mais c'est une dépense qui va venir redonner vie à mon bien. Exemple, mon équipement est rendu à la fin de sa vie utile, mais je vais changer assez de pièces dessus pour lui redonner une nouvelle vie. À ce moment-là, tout ce changement-là, tout cet entretien-là devrait être considéré de nature capitale. Parce que mon bien a fait sa durée de vie normale, elle est finie, mais l'entretien que je lui donne va lui permettre d'avoir une nouvelle vie. À ce moment-là, on considère cette nouvelle vie comme une nouvelle acquisition. Des fois, comme je dis, ça peut être prêté, porté à interprétation. Je vais être dans des zones grises dans certaines situations. Mais en gros, c'est l'idée. Si le bien est rendu à sa fin de vie et que c'est normal que je doive soit le jeter, soit le réparer de façon majeure pour qu'il recommence une nouvelle vie, à ce moment-là, ça sera de nature capitale. C'est comme si vous l'aviez jeté à la poubelle et que vous en aviez acheté un nouveau. Aussi, si j'ai un bien qui est accidenté ou volé, que je vais remplacer par un nouveau bien, à ce moment-là, les assurances vont donner un prix de disposition pour l'ancien bien et le nouveau bien va être une nouvelle acquisition, donc une dépense en nature capitale. Aussi, si j'ajoute des morceaux importants à mon équipement qui fait que ça change la nature de l'équipement, à ce moment-là, théoriquement, ça devrait être une dépense en capital. Et aussi, par exemple, un bâtiment, je rajoute une extension à ce bâtiment-là, c'est de nature capitale. Au contraire, dans les dépenses courantes, si j'ai une porte de garage et que quelqu'un est rentré dans ma porte de garage, je dois la changer, ça va être de nature courante parce qu'en fait, le bien n'était pas rendu à sa fin de vie utile. Ma porte de garage, elle était encore bonne, elle a été détruite. Alors, je dois la changer. On va considérer ça plus de la réparation et donc de nature courante. Donc, une fois qu'on a déterminé si ma dépense qui va être couverte par la subvention est de nature courante ou de nature capitale, eh bien là, on va pouvoir déterminer de quelle façon on doit traiter la subvention. Donc, si j'ai une dépense courante qui est subventionnée, ma dépense courante est déductible à 100%, ce qui revient à dire que ma subvention va être imposable à 100%. C'est directement relié. De l'autre côté, si j'ai une dépense de nature capitale, je vais l'amortir. À ce moment-là, ma subvention, ce qu'elle va venir faire, c'est qu'elle va venir réduire le coût que je vais pouvoir amortir. On va faire des exemples tout de suite après. Mais en fait, c'est que là, je vais amortir ma subvention au même rythme que mon équipement ou que
mon immobilisation que j'ai acquis avec l'aide de la subvention. Donc, premier exemple, si j'ai une entreprise qui reçoit une subvention pour couvrir des honoraires de gestion, le conseiller de gestion vient faire un travail de diagnostic global dans l'entreprise, je reçois une subvention. À ce moment-là, la subvention, qu'est-ce que je vais faire avec? Vu que les honoraires sont de nature courante, que je vais mettre à 100 dans ma déclaration d'impôt, que je vais déduire à 100 l'année où je les génère, la subvention reçue va être imposable à 100 aussi l'année où elle est reçue. En pratique, ce qu'on va voir beaucoup, c'est que la subvention va être présentée au net de la dépense. Donc, vous n'aurez pas nécessairement un revenu de subvention dans votre chiffre d'affaires, mais vous allez avoir une dépense moindre parce que ça aurait été présenté à l'encontre. Dans l'autre situation, j'ai une entreprise qui reçoit une subvention de 10 000 pour l'acquisition d'un nouvel équipement qui vaut 50 000 C'est un nouvel équipement, c'est une dépense de nature capitale. À ce moment-là, ma subvention va venir réduire le coût de mon bien. Donc, mon coût de bien est de 50 000, moins la subvention, c'est un montant de 40 000 que je vais pouvoir rentrer dans ma catégorie 8, qui est ma catégorie sur les équipements. Et c'est le 40 000 que je vais amortir à 20 à chaque année. Le traitement, la subvention, c'est ça. Initialement, on va la traiter là, dans l'année où on la reçoit et ça va être tout de suite là, collé à la dépense pour laquelle elle a été engendrée. Dans certaines situations, on pourrait avoir un peu une double situation, là, autant l'amortir que devoir s'imposer dessus. Si ma subvention, par exemple, est pour une immobilisation, je vais l'amortir, je vais réduire le coût que je vais pouvoir amortir dans ma catégorie, comme on a vu dans l'exemple précédent. Mais si je revends mon immobilisation rapidement, à ce moment-là, je pourrais avoir un problème et devoir m'imposer sur ma subvention. Donc, dans cet exemple, je reprends l'exemple du 40 000 d'équipement. Le 40 000 est amorti à 20 dans sa catégorie 8. L'année 1, on a droit à 3 fois la demi-année. En fait, c'est une règle particulière là, qui existe temporairement jusqu'en 2024. C'est que jusqu'en 2024, dans le fond, quand j'acquiers un équipement, en fait, la première année, normalement, j'ai droit juste au demi-taux. Mais temporairement, j'ai droit à 3 fois le demi-taux pour stimuler un peu l'économie et les acquisitions. Le gouvernement autorise ça. Donc, en temps normal, j'aurai le droit d'amortir mon 40 000 à 10 seulement, parce que c'est la règle du demi-taux. Mais là, temporairement, j'ai droit à 3 fois 10 Donc, j'amortis mon équipement à 30 pour la première année. Après ça, je retombe à du 20 tous les ans. Alors, l'année 1, je vais amortir mon 40 000 à 30 ce qui me donnera un amortissement de 12 000. Il restera 28 000 à amortir dans ma catégorie. L'année 2, je revends mon équipement 45 000 On se souvient que mon équipement, il valait 50 000 à l'acquisition. Je l'utilise une année et pour X raisons, je le revends l'année d'après pour 45 000 À ce moment-là, ce qui va arriver, c'est que je vais avoir la récupération d'amortissement. Et ma récupération d'amortissement, elle va être jusqu'à mon coût initial du bien, jusqu'aux 50 000. Donc, vu que j'ai vendu mon équipement 45 000, qu'il restait 28 000 dans ma FNAC, je dois, le 28 000 que je n'ai pas amorti, je n'ai pas à m'imposer dessus puisque je ne l'ai jamais amorti. Donc, je vais le retirer de mon produit de disposition du 45 000. 45 000 moins 28 000, j'ai une récupération d'amortissement de 17 000, alors que j'avais amorti seulement 12 000. La récupération d'amortissement va tenir compte de ma subvention. Donc, je vais devoir m'imposer sur 5 000 de la subvention, pas sur le 10 000 au complet, parce que le premier 5 000 il est considéré comme utilisé, amorti, et que j'en ai eu besoin parce que mon actif s'est déprécié. Mais sur le 5 000 que je vais avoir été recherché en le vendant le 45 000, mon équipement, je vais devoir m'imposer dessus en récupération d'amortissement. Et la récupération d'amortissement est imposable à 100 Donc, j'aurai un revenu de 17 000 à rajouter dans ma déclaration d'impôt dans l'exemple.
ça faisait pas mal le tour des subventions. Quand vous recevez des subventions là, qui touchent plusieurs dépenses, en fait, on voit souvent les subventions à l'établissement qui vont couvrir là, plusieurs types de dépenses. À ce moment-là, ben, on va décortiquer. Donc, le comptable devrait faire le travail d'identifier qu'est-ce qui est pourquoi. Et à ce moment-là, ben, on pourrait, si vous recevez 40 000 de subventions, ben, ça se pourrait qu'il y ait un 30 000 qui soit mis contre les immobilisations et un 10 000 qui soit mis contre les dépenses courantes. Donc, ça, c'est tout à fait normal. Ce qui arrive souvent, c'est qu'on doit poser la question au client de décortiquer avec nous la subvention qui a été reçue parce qu'on n'a pas tout le temps le détail. Au niveau des programmes COVID, dans le fond, il y a 2 programmes là, que j'ai retenus qui ont été beaucoup demandés dans les entreprises agricoles. Premièrement, il y a le compte d'urgence pour les entreprises canadiennes, le 40 000 et qui est devenu 60 000 par la suite. Le 40 000 que vous avez reçu, dans le fond, c'était un montant qui était pour vous aider à passer au travers de l'année 2020 et à subvenir là, à des dépenses courantes. Alors, comme on a vu tantôt, on doit appliquer là, de la même façon la subvention que les dépenses. Donc, vu que c'était des dépenses courantes, c'est une subvention qui est considérée comme étant imposable pour l'année 2020. Donc, dans le fond, la portion que vous rembourserez, le 30 000, qui est une dette actuellement, celle-là n'est pas imposable, mais le 10 000 que vous n'êtes pas tenu de rembourser si vous remboursez le 30 000 avant 2022, à ce moment-là, ce 10 000-là, il est imposable en 2020 parce que les dépenses ont été engendrées en 2020, les dépenses pour lesquelles le montant a été reçu. Ce qui veut dire que si jamais vous ne remboursez pas le 30 000 à temps et que vous devez rembourser 40 000 au final, à ce moment-là, vous aurez une déduction de 10 000, un peu comme si vous aviez payé des intérêts sur ce montant-là. Il y aura une déduction de 10 000 quand vous le rembourserez. Mais à l'heure actuelle, pour 2020, vous devez vous imposer sur les 10 000 de subventions reçues. Au niveau des subventions reliées au salaire, c'est aussi le même traitement, vu que les salaires, c'est de nature courante. La subvention, que ce soit 10 ou 75 que vous êtes allé chercher, ces montants-là devront être mis contre la dépense de salaire et donc seront imposables au complet de l'année où vous l'avez reçu. Donc, c'est des dépenses vraiment de nature courante. Les subventions sont de nature courante, imposables à 100 l'année où elles sont générées. Je crois que maintenant, on va tomber en direct pour une période de questions. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Une bonne journée à vous.